Cette cinquième partie de la formation en nouveau professionnel, nouvel arrivant de l'UME Les Violettes, est consacrée aux comorbidités de l'épilepsie. Je vais me focaliser sur les comorbidités psychiques de l'épilepsie. Le terme de comorbidité signifie que des pathologies peuvent être associées et cette association n'est pas due au hasard. C'est-à-dire que, du point de vue statistique, hein, simplement, la présence d'une épilepsie rend d'autres pathologies plus fréquentes que ne le voudrait le simple hasard, la coïncidence de deux maladies. Donc, comorbidité signifie association significative au-dessus du hasard. La première comorbidité dont je veux parler est l'anxiété. L'anxiété, c'est un trouble vraiment très présent en population générale, hein, et qui peut vraiment être décrite comme une anticipation négative, c'est-à-dire que le sujet anticipe l'avenir, les événements futurs, en les appréhendant, en craignant leur survenue. Cette anticipation est envahissante, c'est-à-dire qu'elle va recruter beaucoup de pensées, beaucoup de ruminations, une attitude globale dirigée vers l'avenir de manière inquiète. Cette anxiété suscite une attitude d'alerte, hein, une réaction d'alerte, c'est-à-dire que si on anticipe un événement négatif, le corps et le cerveau vont se tenir prêts. Il s'agit donc d'une attitude psychique et physique qui globalement est très exigeante au point de vue énergétique, très épuisante. Et dans cette attitude d'alerte, tout signal venant du corps ou venant de l'environnement va être interprété de manière négative, ce qu'on appelle un biais cognitif. Négatif, c'est-à-dire qu'il vient comme une confirmation de la présence de la menace, voire l'exécution de la menace redoutée. Donc très vite s'institue un cercle vicieux où l'anxiété, cette attitude d'alerte, d'anticipation négative, va entraîner des conduites d'évitement, c'est-à-dire que les sujets vont s'empêcher de faire certaines choses parce qu'ils pensent qu'elles augmentent la probabilité de survenue des événements qui sont redoutés. Et cette conduite d'évitement va susciter de loin en loin des crises d'angoisse, parce qu'éventuellement il y a une exposition à ces événements redoutés, et ces crises d'angoisse vont contribuer à majorer l'anxiété. Voilà, ça c'est le cercle vicieux de l'anxiété tel qu'on le connaît en population générale. Alors pour ce qui est de la situation spécifique du handicap, handicap lié à l'épilepsie, handicap lié à la déficience intellectuelle, on retrouve en fait le même cercle vicieux. La caractéristique est qu'il y a peu de verbalisation, or la plainte anxieuse, c'est-à-dire la manifestation de l'inquiétude, est quelque chose de bien repérable hein, par tout un chacun. Si la personne n'exprime pas cette plainte, eh ben, il peut être plus difficile de faire le diagnostic d'une anxiété. Alors, de quoi on peut s'aider? On peut s'aider du repérage de cet état d'alerte, hein. L'état d'alerte dont j'ai parlé, c'est quelque chose d'épuisant, hein, qui fait que le sujet est toujours prêt à la survenue de l'événement qu'il redoute. La présence d'une inhibition qui traduit ces conduites d'évitement, le sujet étant dans l'inquiétude, étant dans l'appréhension, il va s'interdire de faire certaines choses, et cette inhibition va toucher l'ensemble du comportement. On peut aussi repérer des comportements de recherche de réassurance. Alors la ritualisation est un phénomène de réassurance classique, hein, c'est-à-dire que le fait de passer par des rituels permet de retrouver un sentiment de prédiction. Si j'enchaîne les choses les unes derrière les autres, je peux prédire ce qui va se passer, et si je prédis ce qui va se passer, je suis en situation de contrôle. Or, c'est le contrôle qui est recherché par la personne anxieuse, bien sûr. Les stéréotypies font partie de ces ritualisations. Un sujet qui se met à se balancer, stéréotypie de balancement, un sujet qui remue une jambe un peu rapidement, les stéréotypies rythmiques que tout un chacun connaît, sont des phénomènes de réassurance physiologique devant l'anxiété. L'abandonnisme, c'est-à-dire le fait de craindre l'abandon, même vécu au quotidien comme une proximité excessive avec des soignants, avec l'encadrement par exemple, la difficulté à ne pas s'éloigner d'une personne, sont des comportements de réassurance.
Donc l'évitement dont on a parlé, hein, le défaut d'exposition, le fait que le sujet va éviter de sortir de chez lui, de sortir de sa chambre, de sortir d'un environnement familier, tout ce qui va être nouveau va être vécu comme potentiellement dangereux, et bien sûr la survenue des crises d'angoisse permet de porter le diagnostic d'anxiété, un phénomène extrêmement fréquent dans une population très vulnérable. Deuxième comorbidité fréquente dans l'épilepsie, dans le handicap, c'est la dépression. La dépression, elle est caractérisée par la tristesse de l'humeur, les idées noires, la rumination, à nouveau l'inhibition au sens psychomoteur, c'est-à-dire inhibition qui peut aussi toucher le psychisme. Par rapport à l'anxiété, le niveau énergétique est beaucoup plus bas, hein. L'anxiété, on l'a dit, est quelque chose qui consomme beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie. Dans la dépression, il y a plutôt une inhibition et une difficulté même à articuler parfois des pensées. Des troubles végétatifs hein, sont évidents au premier plan, donc du système nerveux autonome, comme les troubles du sommeil, donc perte d'appétit, insomnie, ou au contraire hypersomnie, c'est-à-dire une tendance exagérée à dormir, la fatigue, et ce qu'on appelle l'anédonie, c'est-à-dire la perte du comportement qui consiste à éprouver du plaisir dans certaines activités. Voilà, cet ensemble de signes et symptômes peuvent être repérés dans la dépression liée au handicap, associée au handicap, avec toujours, pareil, le fait qu'il n'y a pas ou peu de verbalisation, parfois pas de compréhension par la personne même hein, de ce qui lui arrive, ce qui n'est pas forcément très différent de ce qui peut se passer en dehors du handicap, hein, c'est-à-dire que du fait d'inhibition, un sujet déprimé ne va pas avoir tendance à s'étendre sur ce qu'il ressent. Parfois les affects sont plats, c'est-à-dire que cette humeur triste manque. On n'a pas tellement une humeur triste, on a plutôt une absence d'humeur. Un comportement de repli est assez évocateur, et puis il faut repérer les phases de perte d'intérêt, même chez les sujets qui peuvent avoir des intérêts extrêmement sélectifs, c'est-à-dire réduits, souvent répétitifs, un peu envahissants, mais qui peuvent constituer pour eux un point d'équilibre. Ces intérêts-là peuvent être perdus. On va aussi céder des signes végétatifs qui sont toujours présents, ainsi des anomalies du sommeil qui sont aussi assez faciles à repérer lorsqu'ils existent. Troisième comorbidité psychique, c'est la psychose. Donc la psychose repose sur la conviction délirante, l'existence d'une croyance erronée, non commune, hein, une croyance erronée mais qui est bizarre, avec un comportement d'adhésion souvent très fort. Hein. Cette adhésion à la croyance est quelque chose qui est assez central dans la psychose. Cette conviction délirante, cette adhésion souvent affective, donc avec des émotions qui s'associent à la conviction, vont être à l'origine de troubles du comportement plus ou moins sévères. Les hallucinations sont fréquentes, elles ne sont pas obligatoires. Lorsqu'elles sont présentes, elles sont surtout auditives, beaucoup plus que visuelles. Donc c'est plutôt des voix, des mots, des cris, des insultes qui sont entendus par le sujet et qui peut avoir quelques réticences à communiquer. En situation de handicap, handicap psychique, le délire peut être assez pauvre en expression, les convictions souvent très très envahissantes, avec des personnages imaginaires avec lesquels des discussions sont engagées. Euh, En gros, tous les freins qui peuvent survenir chez un sujet qui n'est pas déficient et qui sont liés au contexte social, hein, qui peuvent être encore opérants, ne sont pas présents en situation de handicap. Ces anomalies, ces convictions, ces délires, ces hallucinations vont être à l'origine d'altérations importantes du comportement. On peut être attentif à tout élément d'interprétativité, c'est-à-dire que les événements qui entourent le sujet vont être vécus par lui de manière tendancieuse. Hein. Il va les interpréter à sa façon, souvent en connexion avec le délire, avec la conviction délirante. Et ça, c'est des éléments assez importants hein, du diagnostic de psychose. Donc, bien repérer ce caractère interprétatif hein, du comportement du sujet. On repère aussi la réticence, c'est-à-dire l'anomalie du contact, hein, le fait que le contact avec la personne ne se fait pas de manière posée, habituelle, mais va rencontrer un caractère fuyant. Et visiblement, ça c'est vraiment dans le ressenti de l'encadrant, de la réticence, c'est-à-dire une difficulté à être en relation avec l'autre du fait d'une réserve évidente de l'autre
à communiquer sur ce qu'il ressent ou même ce qu'il pense. Et puis l'impulsivité. L'impulsivité n'est qu'un trait de la psychose. L'impulsivité peut être tout à fait présente en dehors de toute psychose, particulièrement chez les sujets déficients. C'est une difficulté à contrôler des impulsions motrices, affectives, etc. Mais dans la psychose, c'est un élément assez important. Dernier point de comorbidité, c'est la confusion. Alors la confusion, c'est quelque chose qui explique beaucoup d'agitation ou même de délire. La différence qu'on voit avec les troubles psychiatriques dont on a parlé, c'est que la confusion est liée à un trouble médical, ça c'est sa définition. C'est-à-dire que tout trouble médical, potentiellement, si on ne le corrige pas rapidement, peut contribuer à un état confusionnel. Cet état confusionnel va survenir chez des sujets particulièrement vulnérables, donc des sujets âgés bien sûr, mais aussi des sujets en situation de handicap ou des sujets prenant des traitements psychotropes ou neurotropes. Donc trouble médical entraînant une altération de l'éveil. Cette altération de l'éveil à l'origine d'un trouble de la conscience, de l'attention, de la vigilance, des signes physiques, va conduire rapidement à une disparition du filtre critique qui est cette espèce de filtre, si vous voulez, qui nous permet de distinguer ce qui émane de la réalité, de l'entourage, des événements qui nous entourent, et de ce qui peut être une partie plus interprétative, plus hypothétique que nous avons en permanence. Nous faisons sans arrêt des hypothèses sur ce qui va se produire, ce qui se produit, éventuellement même parfois on peut imaginer des choses, mais on fait la part clairement entre ce qui est le produit de notre fantaisie, en quelque sorte, et ce qui vient de la réalité. Et si ce filtre critique disparaît, notamment du fait de la confusion, le sujet peut avoir un comportement qui s'altère de manière importante, et on peut avoir une expression d'un délire, une agitation. Faire un diagnostic de confusion est très important parce que la confusion est le premier pas vers l'altération profonde de la vigilance, c'est-à-dire le coma. Et les causes les plus fréquentes de confusion, ce sont les causes toxiques et métaboliques, c'est-à-dire les effets des médicaments, ou les effets des troubles métaboliques, déshydratation, hyponatrémie, hyperglycémie, hypoglycémie, etc., etc., etc.